Salut la créative. Bienvenue dans le salon de thé créatif de la Storia Mimosa pour parler communication, créativité, business, mais autrement. Parce que je suis persuadée que la communication des entrepreneurs créatifs n'est pas celle de n'importe quel business. Ce podcast va t'apporter de l'inspiration et de la motivation pour trouver ta voie. Pour t'aider dans cette quête, des créatifs de tous horizons partagent leur expérience, leurs réussites, leurs doutes et leurs échecs. Je te propose aussi des questionnements, des tips rédac et storytelling pour repenser ta com et raconter ton histoire ou celle de tes produits. Bref, tu l'as compris, dans ce podcast, je te chouchoute toi et toutes les entrepreneurs créatifs. Moi, c'est Carole Fossati. Je suis éditrice, storytelleuse, rédactrice de contenu et mentor en communication. En octobre 2022, je crée la Storia Mimosa pour m'éclater en bossant sur les mots et pour aider les créatives à kiffer leur com. D'ailleurs, tu peux télécharger mon freebie. Deviens ta source d'inspiration pour 10 idées de posts fun en cliquant sur le lien en description. Et petit disclaimer, j'ai décidé ici de parler au féminin générique pour que les femmes soient vues et entendues. Mais que tu sois créateur, créatrice, quel que soit ton genre, tu es le ou la bienvenue. Maintenant que tu sais tout, installe-toi confortablement avec ta boisson chaude préférée. Et bonne écoute! Salut les créatives! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anaïs, tu vois ce que je veux dire sur Instagram, qui va nous parler de copywriting pour les créatives. Alors je suis super contente parce que comme moi, elle adore travailler avec les créatives. Elle-même est ultra créative, pleine d'énergie et elle va vous transmettre tout ça, plus toutes ses connaissances sur le copywriting pour mieux vendre vos produits ou vos services. Parce que vous les créatives, vous avez une force incroyable et une puissance incroyable, c'est votre créativité. Eh ben oui, et c'est ça qui va vous amener vos clients, c'est ça qui va vous aider à vendre en vous éclatant. Donc Anaïs vous partage tous ses conseils et restez bien jusqu'au bout parce qu'elle va vous lancer un petit défi. Vous êtes prêtes? Installez-vous confortablement et écoutez Anaïs qui vous partage tous ses tips sur un copywriting créatif, rien que pour vous. Bonjour Anaïs, bienvenue sur le podcast des créatives. Comment ça va? Bonjour Carole, déjà merci de m'avoir invitée et ça va très bien, je suis trop excitée de parler du sujet du jour. Eh ben c'est super, c'est bon, t'es bien installée, prête à papoter? Oui, c'est bon, nickel. Nickel. Et ben écoute, je vais demander pour commencer que tu te présentes. Ok, alors moi c'est Anaïs, je suis copywriter et moi mon truc c'est de mettre vraiment la personnalité au cœur de mes écrits pour mes clientes et mes clients. Parce que je trouve qu'il n'y a pas mieux que d'être soi-même dans sa communication et son marketing et que c'est le meilleur moyen de vendre ses créations et de se vendre soi. Donc voilà, ça c'est mon credo, c'est un copywriting joyeux et 100% aligné avec qui on est. Voilà, je t'ai pas invitée pour rien, puisqu'on se retrouve sur beaucoup de choses. Et en effet, la personnalité, c'est hyper important. En plus, tu es plutôt orientée créative. Alors, j'avais envie de dire, c'était impossible que je t'invite pas, en fait, finalement. Ouais, c'est ça, la créativité. Moi, c'est une grande histoire d'amour, donc j'ai vraiment envie d'aider les créatifs avec le copywriting, parce que non, ce n'est pas que pour les grosses entreprises ou les gros entrepreneurs, on peut toujours apprendre des choses et les appliquer à son business créatif, donc le copywriting, c'est génial. Ouais, et du coup, non, j'avais vraiment envie qu'on puisse discuter parce que c'est vrai que je pense que les créatives, elles se stressent beaucoup sur la vente et le copywriting, je pense que c'est un peu presque un gros mot pour certaines. Et donc, elles se disent, oh là là, mais non, mais moi, je vais pas me lancer dans le copywriting, c'est un truc de marketeur. Il y a une partie un peu, c'est pas éthique. Donc, en général, ça convient pas aux créatives. Ça m'intéresse que tu me dises, comme toi, tu es quand même aussi beaucoup en contact avec les créatives, quel discours tu entends autour de cette peur à la fois de vendre et puis d'utiliser le copywriting? C'est comme tu l'as dit, il y a vraiment ce côté du marketing vraiment agressif, très péjoratif, où on a peur de passer pour un marchand de tapis, de vendre en étant vraiment contraire à nos valeurs. C'est quelque chose qui revient souvent dans les discours que j'ai eus avec les créatifs. Il y a aussi tout le problème d'avoir peur de lasser son audience, de pas oser parler de ses offres, et surtout, au-delà de pas oser en parler, c'est qu'on sait pas comment faire, comment utiliser les bons mots, comment on peut vendre sans passer encore une fois pour un marchand de tapis, sans lasser son audience, en étant clair. Il y a vraiment cette question de clarté qui revient souvent, et là, moi, c'est quelque chose sur lequel je peux aider, et donc c'est là qu'on peut parler de copywriting. Mais je pense qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet mindset, comment tu vois le marketing et la vente,
et le sujet technique de comment je peux faire pour le faire en étant alignée à moi-même. Et est-ce que, au-delà du copywriting, est-ce que tu as l'impression que c'est un problème presque de créative, de se dire: «Ah, mais oui, mais il faut que je vende parce que enfin voilà, moi c'est vrai que c'est quelque chose où bah oui, en fait, il faut que vous vendiez. Mais voilà, il y a ce truc un peu quand on est créatif des fois, on se dit: «Bah non, mais non, moi je crée en fait». C'est ça. En fait, je trouve que l'image romantique de l'artiste fait beaucoup de mal aux créatifs aujourd'hui parce que il y a toujours cette histoire presque l'art, elle doit être pur et l'argent le corrompt. Et c'est quand même dommage parce qu'en fait, au-delà d'être créatif, vous avez un business, vous avez une obligation d'être rentable si vous voulez en vivre. Et je trouve que c'est difficile pour certains de faire la jonction entre le créatif et le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise et qu'il y a tout un travail à faire sur la perception de l'argent dans la créativité. Est-ce que quand on me paye, je suis moins créative? Est-ce que quand on me paye, enfin, il y a quelque chose à travailler là-dessus, je trouve, souvent. Ça va du coup aussi titiller les stratégies de pricing parce qu'on veut toujours être juste pour ses clients, mais des fois on oublie d'être juste pour soi, donc on en revient encore sur cette question de rentabilité. Mais je pense qu'il y a vraiment cette idée de l'artiste maudit, l'artiste fauché qui fait énormément de mal aux créatives. Ouais, c'est ça. Quand on est créatif, c'est normal qu'on gagne pas d'argent. C'est ça, parce qu'on déjà, on vit de notre passion, alors il faudrait pas en plus qu'on puisse en bien en vivre, quoi, tu vois? Ouais, Non, c'est mais ça. c'est vrai qu'il y a beaucoup de discours, en fait. C'est genre, tiens, sois déjà heureuse de passer tes journées à faire des trucs qui te font plaisir. Ouais, mais en fait, à la fin du mois, j'ai des factures à payer comme tout le monde, en fait. Et on ne se nourrit pas d'amour et d'eau fraîche malgré ce qu'on pourrait penser. Exactement. Et alors, du coup, nous, on s'est dit avec Anaïs pour ce podcast qu'il fallait exploser cette peur de vendre quand on est créatif. Et donc, Anaïs, tu es là pour ça, pour nous expliquer comment les créatives vont dépasser tout ça Exactement. et arriver à mettre déjà des actions en place pour tester des choses et pour pouvoir mettre en avant les produits qu'elles créent. Et c'est ça. Déjà, pour arrêter de bafouiller quand on vous demande vos prix ou quand vous devez vendre quelque chose, on peut commencer, avant de se mettre dans l'action directe, on peut peut-être commencer par l'introspection. On peut peut-être déjà aller observer ce qui nous plaît chez d'autres créateurs et ce qui nous déplaît. Parce que des fois, c'est difficile de se dire, ok, ça j'aime bien, par contre, on sait toujours dire ce qu'on déteste voir chez les autres ou chez soi. Donc, ça peut être un super indice sur les pratiques que vous ne voulez pas appliquer dans votre business. Et au contraire, en partant de là, vous pouvez dire, ok, ça je veux pas le faire, c'est quoi le total opposé de cette action et qui du coup correspondrait à ce que j'ai envie de faire dans mon business. Et ça, avant même d'appliquer un conseil de clarté, un conseil d'action à faire dans son business, je pense que déjà faire ce travail d'introspection, c'est hyper important parce que ça va donner vachement d'indices sur ce que vous voulez envoyer comme message quand vous vendez vos créations, parce que même la vente, c'est un message. Moi, j'aime bien dire que la vente, c'est toujours un échange, en fait. C'est jamais un rapport de force. C'est toujours, ok, moi, je te donne quelque chose en échange de l'argent, ok, mais toi, tu vas avoir quoi en échange? Bah, une création, ça peut être je me sens mieux chez moi parce que ton objet embellit mon intérieur. Si t'es graphiste, ça peut être je me sens mieux dans mon identité sur le web, dans ma stratégie de marque parce que je me sens enfin ancrée et alignée avec l'image que je renvoie. Toutes les créations que vous pouvez vendre ont un impact réel pour les personnes et il faut prendre conscience de cet impact. Et je pense que déjà ça, faire attention à ce que vous aimez, ce que vous aimez pas et prendre conscience de l'impact que vous avez pour votre clientèle, c'est hyper important pour prendre confiance en vous, parce qu'il y a beaucoup de confiance en soi, d'estime de soi qui rentre dans la vente parce qu'on se dit oui, est-ce que je vaux le prix que je vais demander? Et en fait, c'est pas est-ce que vous valez le prix, c'est est-ce que l'impact vaut le prix, est-ce que la promesse que vous faites à votre client vaut le prix que vous demandez. C'est pas une question de valeur de votre personne, il faut vraiment dissocier la vente de la valeur de la personne. Je pense que c'est quelque chose de très important aussi à dire. Ouais. Alors moi, j'ai une question par rapport à, tu dis, la valeur de ce que le produit apporte. Ouais. Si, on a l'impression qu'on n'apporte pas réellement quelque chose. Alors je vais essayer de m'expliquer. Mais des fois, il y a des métiers créatifs du type la création de bijoux ou la poterie ou ce genre de choses où on se dit: «Bah, ouais, moi je suis pas en train de créer un site, je fais pas un logo, enfin, je fais pas une formation Ouais. ou je fais pas», enfin voilà, c'est pas quelque chose, qui permet de faire évoluer la personne. Donc, comment est-ce qu'on arrive à définir ça et à prendre confiance? Je pense qu'il faut être réaliste sur le fait que ce qu'on crée, ça peut être vu comme une dépense de luxe, parce que bah, là, sur la pyramide de Maslow, on voit bien qu'on n'est pas dans les besoins primaires. Avec l'inflation aujourd'hui, il faut aussi se dire que quand on fait un achat chez un créateur, il y a à la fois le côté je veux soutenir le créateur et à la fois bah, il y a l'impact du coup qu'aura la création.
Je vais donner mon exemple. Moi, j'aime beaucoup acheter chez des créateurs et des créatrices qui font du fait main parce que j'achète un bout d'histoire, je soutiens la personne et ça va embellir mon intérieur, mais c'est plus que ça. Je prends l'histoire, le souvenir, il y a plein de choses qui se mélangent à la fois et ça fait que ça participe à mon bien-être au quotidien. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être beaucoup dans le beau, qui est très attaché au visuel etc. Donc, quand j'achète quelque chose, c'est parce que ça me fait ressentir toutes ces émotions. Alors, est-ce que c'est nécessaire à ma survie? Non. Mais ça a quand même un impact hyper bénéfique sur mon bien-être au quotidien et sur mon humeur. Donc, je pense qu'il faut réussir à comprendre que oui, vous n'allez pas faire un site web, mais moi, le mug que je prends pour faire mon café qui est fait par la créatrice, eh ben, ça m'apporte vachement de sérénité au quotidien quand je prends ma petite infusion et je suis contente que ça soit quelque chose de fait main parce que c'est joli et que ça me fait du bien en fait d'avoir des jolis objets. Je pense qu'il faut être, enfin moi je suis jamais pour mentir, donc faut être réaliste sur la situation économique aujourd'hui, l'inflation et tout ça. Faut être réaliste sur le fait que les créations qu'on vend, évidemment, c'est pas du besoin primaire, mais pour autant ça apporte toujours quelque chose. On apporte toujours quelque chose avec nos créations. Il faut pas sous-estimer ça en fait. Je sais pas si je réponds à ta question, mais en gros vraiment la créativité c'est tellement important et on a pu le remarquer pendant la pandémie. Je veux dire, on était tous confinés chez nous et qu'est-ce qu'on a fait pour survivre et mieux vivre nos confinements? On s'est distrait et c'est des gens créatifs qui nous ont distrait. Donc vous avez quand même un impact énorme sur notre bien-être et notre mieux-être. Ouais. Alors moi, je sais que j'ai tendance à dire aux créatifs de pas partir du client cible, ce qui est, voilà, en général, pas trop le discours habituel, parce que je pense que le client va justement chercher quelque chose qu'il ne cherche pas chez un créatif. Ce qui est donc compliqué, parce que quand on dit, bah, allez voir votre client et allez lui demander ce qu'il veut, oui, mais moi, en fait, je dois lui apporter un truc qu'il sait pas encore qu'il veut ça. Ou en tout cas, je vais le surprendre. Donc, du coup, par rapport au copywriting où la cible est très importante, tu vas me confirmer ça? Ouais, complètement. Voilà. Après, moi, je dis pas qu'il faut abandonner la cible, mais pour moi, c'est pas forcément la première chose qu'il faut prendre en compte. Mais donc, comment est-ce que tu conseilles d'articuler ça pour que les créatifs puissent communiquer à leur cible? Parce que bon, à un moment donné, il y en a quand même une de cible. Qu'est-ce que tu peux donner comme astuce pour parler aux bonnes personnes? Je pense qu'il faut quand même réussir à définir au moins ce qu'est sa patte artistique. Je comprends ce que tu veux dire quand tu dis il faut pas créer avec le client idéal parce que là on se met vraiment dans la tête d'un artiste. L'artiste il a besoin de s'exprimer et après c'est l'œuvre va parler à qui veut bien entendre son message, mais il crée pas dans l'idée de dire ok je vais créer ce tableau ou cette sculpture pour telle personne. Après quand on est dans une logique de business et de communication, moi je vais pas vous dire que vous avez pas besoin de client idéal parce que vous en avez besoin parce que vous avez besoin de savoir à qui vous parlez. Donc je pense que si vous avez déjà eu des premières clientes ou des premiers clients, ça peut être pas mal d'essayer de faire un portrait robot des caractéristiques psychologiques qui reviennent souvent. Je vous demande pas de dire ok ma cliente idéale elle s'appelle Amélie, elle a 36 ans, 3 enfants et elle a les yeux marrons. On s'en fiche. Ce qui est important de savoir c'est ok Amélie elle aime justement le fait main. Pourquoi elle aime le fait main? Parce que je sais pas moi sa grand-mère était potière et elle a toujours adoré ça, donc aujourd'hui quand elle a un investissement à faire elle le fait chez des artisans. Pourquoi? Parce que ça lui fait du bien à l'ego, ça lui renvoie une belle image d'elle-même, parce qu'elle va pas acheter des trucs sur Amazon, et aussi parce qu'elle se dit ok je soutiens l'économie locale et j'ai quelque chose de beau et d'unique. Du coup vous pouvez vous dire ok donc je parle à quelqu'un qui aime l'unicité de mes créations, je parle à quelqu'un qui a besoin de sentir qu'il a un impact sur son environnement avec l'argent qu'il dépense, et c'est à cette personne-là que vous pouvez parler. Donc en fait il faut réussir à trouver les traits psychologiques, les traits narratifs de votre client idéal pour réussir à lui parler. Même si vous parlez pas à une personne en particulier, il y a quand même des points communs et c'est ça qu'il faut réussir à définir. Ouais, et du coup, je fais un peu le lien entre ça et tout à l'heure, quand tu donnais ton exemple où toi, tu as acheté parce que tu aimais une histoire, etc. Et en fait, je pense aussi, il faut pas hésiter à aller directement interroger les personnes sur comment elles vivent le produit. Complètement. Que ça soit encore une fois, un bijou, un dessin, enfin, peu importe la création, mais d'aller directement. Surtout pour les bijoux. En plus, les bijoux, je trouve qu'il y a toujours vraiment une histoire très importante. Généralement, on achète ça pour se célébrer, pour se souvenir de quelque chose, ou même si on trouve ça juste joli, ça veut juste dire, ouais, ça va me mettre en valeur parce que. Je trouve que c'est intéressant. Effectivement, les retours clients sont hyper précieux dans ce cas-là, parce que vous allez vraiment aller chercher les mots de votre cible, on va dire, et vous allez vraiment comprendre ce qui fait
qu'ils passent à l'acte d'achat. Et c'est ça qui va vraiment vous aider dans votre com de vente, du coup, et qui va réussir à créer du lien avec les personnes qui seraient susceptibles de devenir vos clients. Ouais, ok. Et alors, est-ce que concrètement, pour arriver à mettre en place son discours, son message, pour pouvoir ensuite parler de ses produits, est-ce que tu as des petites techniques? Alors, on va faire un gros rétropédalage parce que je trouve que ce qui est bien, c'est de partir vraiment on va repartir de nous-mêmes. Encore une fois, cette introspection, c'est quelle est la grande histoire, la grande valeur que tu portes avec ton entreprise créative. Ouais. Par exemple, avec la créatrice de bijoux, pourquoi elle s'est lancée là-dedans. Je vais reprendre avec mon histoire de souvenir, mais par exemple, c'est quelqu'un qui aime célébrer les grands événements et les petits événements de la vie. Et donc, du coup, pour que ça parle à des personnes qui ont cette même idée de s'acheter un bijou, ça pourrait être sa promesse. Mais pour trouver sa promesse, il faut repartir sur pourquoi je me suis lancée, sur son grand pourquoi, enfin le why de Simone Sinek que je pense tout le monde comprend, mais c'est tellement vrai, on va pas réinventer la roue, c'est là et il faut l'utiliser. Je pense qu'en partant de là, on peut réussir à trouver sa promesse et ensuite la clarifier pour son client idéal. Donc en fait, tout ce qui est copywriting, ça arrive après toute cette phase de recherche. C'est pour ça que je parle beaucoup d'introduction et de recherche, parce que si vous vous mettez à écrire avec les idées floues, avec aucune idée de ce que vous voulez donner comme histoire, avoir, à qui vous voulez parler, ça va parler à personne. Ça va être des coups d'épée dans l'eau, et ça serait dommage, parce que je suis certaine que vous avez de belles choses à dire. Donc c'est quand même dommage. Mais oui, moi je vous dirais d'abord ce grand travail de recherche sur pourquoi vous faites ce que vous faites. Et qui vous voulez le vendre et pourquoi ça devrait leur plaire à eux et pas à un autre. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on va essayer de construire notre promesse de vente. Donc, par exemple, c'est pour la bijoutière, ça peut être pour célébrer vos grands et petits moments. Enfin, là, je vous le dis comme ça, hein, on peut mieux le faire, mais en gros, ça pourrait être ça. Et la personne qui tombe sur ce site se dit « Ah bah oui, justement... je sais pas, moi, ma petite vient de passer son brevet, et j'ai envie de lui acheter un joli bracelet pour commémorer ça, etc. » Ce qui est important aussi dans tout ce qui est la partie copywriting, enfin là, du coup, moi, je prêche pour ma paroisse, mais c'est d'y mettre vraiment sa personnalité. Faut jamais jouer un personnage, avoir l'air sérieux ou avoir l'air poétique parce qu'on fait de la bijouterie. Vraiment, si vous êtes quelqu'un de déjanté, ou au contraire, si vous êtes quelqu'un de très calme, n'essayez pas de rentrer dans un rôle. Vraiment, osez être vous-même, parce que c'est ça qui attirera les personnes à vous, parce qu'on aime... c'est bête, mais on est humain et on aime l'authenticité, on n'aime pas qu'on nous mente. Vous aimez pas vendre parce que vous avez l'impression de mentir alors que c'est faux. Et dans ces cas-là, dites-vous que les clients n'ont pas envie qu'on leur mente non plus et donnez à voir votre vraie personnalité. Je vous dis pas de vous raconter, votre vie, mais juste de vous montrer tel que vous êtes. Si vous êtes quelqu'un qui parle de manière hyper joyeuse, il faut pas se retenir de faire ça parce que vous allez attirer des personnes qui aiment cette énergie et vous allez vous éclater dans votre travail quand vous allez vendre vos produits à ce type de personnes. Et ça me fait penser à quelque chose que j'ai oublié de te demander au début. Alors, j'espère que les auditrices vont bien suivre ce qu'on est en train de se raconter. Donc là, tu disais les bases avant de démarrer le copywriting. Est-ce que tu peux me dire aussi où se trouve le copywriting? Parce que c'est vrai que on a tendance à se dire le copywriting, c'est des pages de vente, mais moi, je vais pas faire une page de vente pour chacun de mes produits. Donc, je suis sûre qu'il y a du copywriting dans plein d'autres endroits. Et donc, est-ce que tu peux nous dire aussi où est-ce qu'on va mettre du copywriting justement pour bien vendre? Ouais. Pour moi, le copywriting, et pour tout le monde, hein, c'est la stratégie de conversion. Donc, en fait, vous avez l'acquisition, etc. Et à la fin, vous avez la conversion. Donc, ça va être là. Donc, ça peut être dans vos messages de vente. Par exemple, vous êtes sur Instagram. Quand vous parlez de vos produits en stories, c'est du copywriting. Votre bio Instagram, pour donner envie d'aller cliquer sur le lien, c'est du copywriting parce que vous essayez de mener la personne à la prochaine action. Dès que vous avez besoin de mener quelqu'un à faire une action, c'est du copywriting. Donc, un acte d'achat, s'abonner à votre newsletter, s'abonner à votre compte Instagram, on va utiliser des techniques de copywriting et ça veut pas dire manipuler, ça veut juste dire, ok, attirer l'attention des personnes, leur donner envie d'aller plus loin et enfin cliquer sur le lien que vous leur donnez ou acheter le bijou. Donc évidemment, vous pouvez en mettre dans les fiches produits. Vous pouvez en mettre dans... Alors moi, ce que j'adore, c'est dans les FAQ. Des FAQ copyrightés avec beaucoup de personnalité. Je trouve que ça apporte vraiment une touche, mais tellement personnelle qu'on s'identifie tout de suite à la créatrice et on se dit, ok, là, moi, si j'ai envie d'aller voir plus loin ce qu'elle fait parce que ça me parle. Ça peut être forcément sur votre page d'accueil, parce que la page d'accueil, son intérêt, c'est justement d'accrocher l'attention des personnes et de se dire, ok, est-ce que j'ai envie d'aller voir les bijoux? Est-ce que j'ai envie d'aller voir les créations? Et donc, du coup, c'est de donner envie de passer à la prochaine action. Et la prochaine action, c'est d'aller visiter votre boutique. Ouais. Donc, je sais pas si ça te répond. Ouais, non, mais carrément, parce que c'est vrai qu'on aurait pu se dire, non, mais de toute façon, je fais pas de page de vente, donc ça me sert pas. Mais donc, non, en fait, ça sert
Un peu partout. C'est ça, tu peux en mettre aussi dans les newsletters, tu vois, si tu as une newsletter Ouais. pour ta boutique, bah, quand tu fais un peu de storytelling, et cetera, le copywriting, il compte complètement dans les techniques qui peuvent fonctionner. Encore une fois, sans jamais Mmh. mentir, moi je suis vraiment pas partisane d'un copywriting comme ça. Moi je suis vraiment mode éthique et comme je te le disais au début, joyeuse, etc. Parce que bah, aucun intérêt en fait de mentir, c'est complètement stupide. Faut pas faire ça. Ne mentez pas. C'est ça. OK, donc alors du coup, il y a eu la phase d'introspection Ouais. pour bien revenir à son pourquoi, qui ensuite, est relié à son client, Oui. pour pouvoir ensuite construire la promesse de vente. Est-ce qu'il y a une autre étape ou est-ce que tu veux nous expliquer davantage comment est-ce que justement on peut construire sa promesse de vente? Bah, pour sa promesse de vente, en fait, il faut vraiment se mettre, à la place du client et se dire quelle est la promesse qui lui, parlera le plus et qui restera en lien avec ce que je peux faire. En fait, faut jamais vendre du rêve pour vendre Mmh. du rêve, faut rester réaliste, mais justement avec notre bijoutière qui propose de célébrer les petits et grands moments, ça peut être tout et n'importe quoi, un petit et grand moment, donc après c'est à l'interprétation de chacun et pour autant vous êtes pas en train de mentir et elle, ce qu'elle veut surtout, c'est que vous vous célébriez. Donc, on reste dans une promesse qui est réaliste, qui vend du rêve et qui donne envie d'aller voir plus loin. La prochaine étape, c'est de décliner ce message de vente sur plusieurs supports de communication. Mmh. Après, moi, je suis pas partisane de s'éparpiller partout, mais imaginons, encore une fois, vous avez un Instagram ou une newsletter ou les deux, et ben, c'est rester cohérent dans votre message de vente. Si elle propose de célébrer les petits et grands moments, elle va pas se mettre tout d'un coup à faire, je sais pas moi, la bijouterie pour les roleplay, les gens qui font du cosplay et Oui, qui vont faire. d'accord. Enfin, c'est super sympa, mais ça parle à une autre Oui. cible. Donc il faut rester cohérent et si elle a envie de développer ça, faut trouver une autre façon de le faire. Donc, la cohérence du message est hyper importante pour pouvoir arriver à la vente parce qu'un esprit confus n'achètera pas. Donc une fois que vous avez défini votre grande promesse, votre grand message, il faut le décliner de manière cohérente sur tous vos supports de com et ça c'est juste vous mettez une feuille en disant OK, c'est ça que je veux dire et vous essayez de voir OK, bah, comment je peux le dire sur Instagram, comment je peux le dire sur ma newsletter, de quelle façon je le décline, qu'est-ce qui va faire envie à ma cible, comment je peux en parler, est-ce que je fais du storytelling en racontant une histoire qui m'est personnelle, est-ce que je parle de l'histoire d'un bijou, est-ce que je parle de comment je crée des choses, ça peut être plein d'idées différentes du moment que ça se relie toujours au grand Mmh. message. Ouais, OK, et du coup, je trouve ça bien, en fait, que tu aies donné l'exemple, là, de la bijoutière pour la promesse, parce que je pense que ça rassure, et surtout ça, met bien le point sur le fait qu'une promesse, elle a pas besoin, d'être, chiffrée, ultra réaliste. En fait, une promesse, ça peut être quelque chose de alors vague, c'est pas le bon mot du coup, parce que faut qu'elle soit précise, mais voilà, ça peut être quelque chose qui n'est pas palpable. Voilà, je pense que le mot est mieux. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on a l'habitude avec les formations en ligne de dire 6 mois pour atteindre, je sais pas moi, Mmh. 6 cas par mois. Mais c'est vrai que dans tout ce qui est créatif, on n'est pas dans le monde de l'évolution de la richesse, de l'évolution des relations. On est vraiment dans quelque chose qui est plus de l'ordre du bien-être et ça se quantifie pas réellement, effectivement, comme tu le dis. Donc on peut vraiment partir sur des choses qui parlent plus à, j'ai envie de dire de l'ordre de l'abstraction, mais c'est pas tellement abstrait parce qu'il faut quand même que ça parle à la personne. Mais tu vois, la personne, la bijoutière avec ses petits et ses grands moments, on comprend Mmh. totalement, on imagine, en fait, on visualise tout de suite à quel moment on va pouvoir s'offrir ces bijoux. Et en fait, c'est aussi ça qui est important dans le copywriting, c'est d'aider votre client à visualiser sa vie une fois l'achat effectué. Et ça, c'est la grosse partie de la vente, c'est qui je serai une fois que j'aurai fait mon achat chez Mmh. toi. Parce qu'en fait, les gens, ils achètent, en plus de votre création, ils achètent un rôle. C'est pour ça que je vous disais au début que notre amie Amélie, elle aime acheter des objets faits main parce que ça lui renvoie une belle image d'elle-même. Elle a acheté le rôle d'une personne qui contribue à la société, qui contribue à l'artisanat local, en plus de s'acheter un joli bijou. Mais il y a tout qui rentre en cause, en fait. Faut vraiment pas penser juste par le petit bout de la lorgnette, il faut pas penser juste à votre création que vous vendez, il faut vraiment penser à toutes ces ramifications, parce que c'est ça qui va parler le plus à votre clientèle. Après, faut pas lui dire en achetant mon bijou, tu participes à soutenir un artisan, il va se dire oui, ok. Mais vraiment faire appel à l'imagination, à la visualisation pour la personne, de dire ok, voilà, tu seras belle le jour, je sais pas, le jour du brevet de ta fille avec ton joli bijou. Enfin, tu vois, là, c'est pas le truc qui fait le plus rêver, mais vous voyez Ouais, ouais, l'idée. ouais. Non, non, mais c'est clair, t'inquiète. Et alors justement tout à l'heure, tu parlais de garder sa personnalité, donc si on était, plutôt calme, bah, de pas, faire semblant, d'être un peu, faux-folle pour, se démarquer ou à l'inverse, si on avait une personnalité assez spontanée, et ben d'arriver à la garder. Comment est-ce qu'on arrive à faire passer ça et à s'amuser en vendant? Alors,
Tout ça, on appelle ça un peu, enfin, en gros, on va mettre ça sous le grand chapeau de la brand voice. En fait, ça va être la voix de votre marque et en fait, vu que c'est vraiment vous qui êtes, on touche presque au personal branding parce que vous êtes le vendeur, le créateur, Mmh. enfin, vous êtes tous les rôles en même temps et vous vendez à la fois votre histoire et à la fois vos créations. Du coup, la question c'était, comment garder sa Ouais, c'est personnalité, hein, ça. c'est ça. En fait, vous allez voir, je suis à fond introspection, mais en gros, moi, ce que j'aime bien faire, c'est dire, OK, ça, c'est mes valeurs sur lesquelles je ne peux pas transiger. Ça, c'est la façon dont je parle et dont je vais être perçue par le monde, parce qu'il faut être stratégique aussi. Stratégique, c'est pas sale comme mot, c'est juste, il faut être cohérent dans son message, donc ça veut dire être stratégique. Donc, comment je vais être perçue par le monde? On se note ça sur un petit bout de papier encore. Ça n'a pas la peine d'être compliqué d'aller se faire une base de données Notion. On se fait une petite feuille et on se dit, OK, voilà. Et quelles sont mes convictions? Ça, c'est hyper important. Vos convictions sur votre domaine, c'est quelque chose qui va vous démarquer parce que justement, peu de personnes osent incarner réellement leurs convictions. Pourtant, c'est ça qui va vraiment donner envie aux gens de continuer de vous suivre, de vous soutenir, parce qu'ils se disent ouais, ça c'est quelque chose en lequel je crois aussi. Donc vous allez créer du lien avec votre communauté. Je pense que c'est ça qu'il faut faire pour moi. Et pour en faire un jeu, vu que vous êtes créative, je pense qu'il y a moyen de s'amuser avec la vente. Du moment, en fait, si vous avez fait tout ce travail qu'on a fait, qu'on a donné depuis le Oui. début, l'introspection, réussir à se dire ok, la vente c'est pas un rapport de force. Je pense que du moment qu'on comprend que la vente n'est pas un rapport de force, on peut plus s'amuser. Et vu qu'on est créatif, on peut peut-être s'amuser à gamifier la vente, on peut s'amuser à mettre vraiment sa petite touche dans les messages de vente ou dans les boutons, par exemple, les boutons d'achat, plutôt que de dire je passe ma commande, ça peut être, on peut un petit peu optimiser le bouton et dire je serai la plus belle pour aller danser, ou ce genre de choses. Vous voyez, vraiment, si vous êtes dans ce genre de choses, ça peut être drôle de le mettre et d'appuyer encore plus votre personnalité partout. Et au contraire, si vous êtes calme, bah, on va pas mettre des boules à facettes partout sur le site, on va pas mettre plein d'emojis partout, on va rester sur quelque chose de plus poétique qui va parler à d'autres types de Mmh. personnes. Et pour autant, vous pouvez quand même avoir des convictions qui sont très belles et que vous pouvez montrer de manière calme. Moi, je sais que, bon, bah là, vous avez compris, moi, je suis quelqu'un de très enthousiaste, donc je suis très explosive, mais j'ai des collègues qui sont plus dans le côté hédoniste, poétique, et c'est très beau ce qu'elles font, et ça marche très bien aussi. En fait, c'est juste qu'il faut réussir à trouver l'image qu'on veut renvoyer, et à partir de là, c'est beaucoup plus simple de communiquer. Ouais, OK. Et par rapport aux convictions, alors là, du coup, j'ai une question, parce que des fois, on peut avoir des convictions qui sont très fortes, mais on se dit: «Quel est le rapport avec ce que je vends?» Est-ce qu'on peut se permettre de communiquer sur des convictions qui sont pas forcément directement liées à ce qu'on fait, à ce qu'on vend, mais qui permet quand même de mieux comprendre qui on est? Ou est-ce que tu penses qu'il faut que ce soit off? Moi, je suis vraiment à fond pour porter ses convictions à la face du monde, parce que je trouve qu'on est peu à le faire, et je pense que ça nous rend plus humains. Alors, faut vraiment se préparer au fait qu'on va pas être aimé par tout le monde, mais on n'est pas là pour être aimé par tout le monde. Il faut aussi se demander, ok, est-ce que le fait de garder ça pour moi, ça me fait du mal à moi? Genre, est-ce que j'ai l'impression de jouer un personnage en disant pas ce qui me tient à cœur? Et après, on peut aussi faire le choix de se dire, ok, mon entreprise, c'est quelque chose, j'ai pas forcément envie de ramener toutes mes convictions, et encore une fois, c'est pas forcément ce que je vous dis, mais si vous voulez pas parler de vos convictions profondes et personnelles, ça c'est votre choix, mais je pense que vous avez quand même des convictions sur votre métier de créatrice, sur le domaine dans lequel vous évoluez, et je pense que ça peut être très intéressant de le partager, autant pour votre clientèle que pour votre domaine. En fait, vous pourriez être la personne qui va mettre un coup de pied dans la fourmilière et qui va faire naître des conversations intéressantes, et je pense que ça peut être, si c'est quelque chose qui vous fait envie d'être un peu leader d'opinion sur certains sujets, je pense qu'il faut pas s'en empêcher. Après, c'est comme d'habitude, c'est toujours quelle image je veux qu'on perçoive de moi. Est-ce que j'ai envie d'être associée à quelqu'un qui porte ses convictions? Est-ce que je veux plutôt être associée à quelqu'un qui fait de la création et qui raconte des histoires? Moi, je sais que mon choix, il est clair. J'ai des convictions que je veux afficher, et ça sert aussi de marketing répulsif, moi, dans mon cas, parce que je sais que dans ces cas-là, je vais pas attirer les personnes avec qui ça ne serait pas passé. Donc, d'un certain côté, je gagne du temps, et en même temps, je me sens très alignée avec ce que je fais, parce que je sais que je suis vraiment droite dans mes bottes et dans la façon dont je peux m'exprimer. Donc c'est vraiment, je pense que c'est quelque chose d'assez personnel, je pense. Mais en tout cas, si vous avez envie d'afficher vos convictions, moi je vous soutiens.
OK, super. Et alors une autre question aussi, parce que le copywriting, ça a une image très, carrée, très construite. Voilà, il y a les règles, donc AIDA qui est la plus connue, très structurée. Parfois, quand on est créatif, ça nous gonfle un peu la structure, on n'a pas envie d'envoyer tout balader. Comment on fait pour arriver à associer ça entre, le copywriting très structuré avec quand même des règles et en même temps, le d'arriver à trouver du plaisir, créatif dans tout ça? Comme toi, tu es très créative et que tu es copywriter, c'est que ça doit être possible. C'est gentil. Bah, écoute, je trouve quand même que quand on n'est pas copywriter, les structures, ça peut être une super base de travail pour brainstormer, OK. pour réfléchir. Je trouve que c'est une super base, tu peux poser toutes tes idées dans, bah, justement la structure AIDA, et cetera. Là, ça peut être une très bonne Alors, base. est-ce que tu peux, donner la structure AIDA pour, celles qui connaissent pas? C'est attention, intérêt, désir et action, si je ne me trompe pas. Et il y a aussi, la structure, problème, agitation et solution, la PASS. Moi, je suis pas très fan de problème, agitation, solution parce que justement le problème va appuyer sur, le point négatif. Donc j'aime bien partir plutôt sur, solution, situation rêvée, agitation et solution. En gros, dire voilà, ça sera ce que tu pourrais avoir Mmh. si tu travailles avec moi, si tu es prestataire, si t'es créatrice, c'est l'image que tu vas pouvoir acheter en achetant mes créations. Et ensuite agiter un petit peu tout ça pour dire ah, ça serait tellement génial. Et à la fin, bah, la solution, c'est ton offre. Et du coup, je pense quand même que quand on n'est pas copywriter, ça peut être une bonne idée de partir sur ces structures Mmh. pour réfléchir. Et ensuite, bah, en fait, les structures sont pas forcément mauvaises parce que ça va permettre aussi à votre client de comprendre là où vous allez. Mmh. Parce que sinon, on a tendance à trop partir dans tous les sens. Donc là, moi, où je m'éclate en tant que créatif, c'est justement sur la partie brainstorming, parce que je vais aller chercher plein d'idées, faire beaucoup d'associations, et après, j'ai plus que l'écriture à faire et à associer tout ça pour que ça donne une histoire cohérente, pour que ça donne quelque chose, un message qui soit agréable à lire, toujours penser à la lisibilité, la facilité de lecture. Donc, je ne jetterai pas les structures à la poubelle, mais je m'en servirai plutôt comme base pour vraiment réfléchir à ce que vous voulez dire et ensuite essayer de faire quelque chose de cohérent qui va d'un Mmh. point A à un point B sans faire plein de détours parce que vous allez perdre des personnes. OK, super. Et bon, bah, comme, là, on arrive bientôt à la fin du podcast, et j'ai une petite question qui va pas être simple, mais justement, tu parlais de mettre un peu toutes tes idées, pour, avoir, des choses qui sont, un peu originales quand tu communiques. Toi, tu es quand même, bah, à l'aise à l'écrit, évidemment. Toutes les créatifs sont pas forcément à l'aise à l'écrit. Mmh. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à débloquer parfois comme ça des idées où on peut peut-être rester très pro et donc se dire, «Faut que je parle, comment je fabrique mon bijou ou comment je fais mes illustrations», et donc peut-être qu'on peut être bloqué. Est-ce que tu as des petites techniques, pour, essayer d'aider un peu à secouer tout ça? Alors, bah, du coup, pour éviter la page blanche, moi, c'est pour ça que je vous parlais des structures, parce que je pense que c'est un bon outil pour éviter de se retrouver devant quelque chose de vide et devoir écrire. Je pense que ce qui peut être sympa, ça peut être de répertorier toutes les questions que vous pouvez avoir de votre clientèle sur vos créations. Tous les échanges que vous pouvez avoir, c'est un très bon moyen de trouver l'inspiration. Et alors j'ai bien compris que c'était pas l'inspiration le problème, c'était l'écriture, mais en fait, je trouve que quand on déverrouille cette inspiration et ce «ça, ça idée», ça va déverrouiller l'écriture. Ce qui peut être bien aussi, vous allez voir, c'est Miss Introspection, elle est de retour, mais c'est de regarder ce que vous aimez lire chez les autres. Et encore une fois, vous allez vous dire: «OK, je préfère lire des choses qui sont plus éducatives, je préfère lire des choses qui sont plus storytellées», et ensuite ça va être de la pratique. Mmh. Ça va être essayer d'écrire, plusieurs fois un même post, ça va être essayer d'écrire un post, de voir comment il est reçu, de le retravailler, 1 ou 2 mois plus tard et voir si vous avez trouvé de nouvelles idées. Ça va être ça mes conseils. En fait, c'est beaucoup de pratique pour trouver, et sa voix et la façon dont on a envie, d'écrire et celle qui résonne, chez notre cible idéale. Ouais, mais tu fais bien de le dire parce que c'est vrai qu'on attend toujours un peu la recette miracle, Il y en a pas. de «C'est bon, allez, je vais avoir, le truc qui fait que je vais avoir tout le temps des idées», et que non, et surtout si au départ on n'est pas forcément, super à l'aise. D'ailleurs, que ça soit l'écrit, la vidéo, Mmh, enfin peu importe, l'audio, c'est à force de faire c'est que ça. ça va se débloquer, et plus on écrit, plus on va aimer écrire, ou plus on tourne des vidéos, plus on va aimer le faire, et C'est cetera, ça. quoi. Bah, justement, si vous aimez parler, ce qui peut être bien, ça peut être de s'enregistrer en train d'expliquer quelque chose et vous Mmh. allez voir, vous faites plusieurs fois sur plusieurs points différents, vous allez voir que vous avez des phrases qui vont revenir régulièrement ou des points sur lesquels vous appuyez, plus souvent et ça va être là encore,
de très belles données à exploiter pour vous quand c'est le moment de passer à l'écriture. Ok, super. Et alors, j'avais pas du tout prévu de te poser cette question, donc j'espère que ça sera pas une colle. Mais pour finir le podcast, est-ce que tu aurais une idée d'un petit défi à proposer à celles qui nous écoutent pour que elles osent se lancer dans la vente et qu'elles fassent, je sais pas moi, un post ou quelque chose qui fait que, il faut qu'elles le fassent. Aucune obligation sur ce podcast, donc j'enlève le il faut. Mais si elles ont envie de s'amuser et d'essayer de vendre en s'amusant, qu'est-ce qu'elles pourraient faire comme premier petit pas? Comme premier petit pas avant la vente, peut-être qu'elles pourraient nous parler de leur grande conviction, de leur grand pourquoi, et le partager en story. Pourquoi je fais ce que je fais et qu'est-ce que je veux que ça apporte au monde. Ça, je pense que c'est à la fois très bien pour tisser du lien avec votre communauté. Et puis nous, on sera trop contente de venir vous soutenir pour dire bravo, c'est trop beau. Donc je pense que ça pourrait être bien de faire une petite story comme ça pour c'est une super partager idée. son pourquoi, le pourquoi de son entreprise. Je pense que ça pourrait Ouais. être un beau truc. Parce que de là va partir tout votre message de vente et c'est le gros point de départ. Ouais, je suis complètement d'accord. La mission, le pourquoi, c'est vraiment le point de départ qui donne toute la cohérence et qui donne la motivation aussi Oui. de communiquer et de vendre. Donc voilà, petit défi à toutes celles qui nous écoutent, peu importe quand vous nous écoutez. Vous faites en story, vous nous expliquez votre pourquoi et puis vous taguez Anaïs. Alors est-ce que, du coup, j'en profite, est-ce que tu peux nous dire où on te suit sur Instagram? Alors sur Instagram, c'est tu vois ce que je veux dire avec le tiré du 8, je crois, oui, c'est ça. Et sinon, sur Internet, c'est tu vois ce que je veux dire.fr avec le ce que et je veux, il n'y a pas de E, c'est tout attaché. Mais je te le D'accord, mettrai dans la description, je crois que ça sera plus simple. exactement. Donc vous taguez Anaïs et puis vous me taguez moi, storia.mimosa, et comme ça on verra vos pourquoi et on sera trop contente de les partager. Oui, ce sera génial. C'est top. Donc si on veut te contacter et te suivre, c'est sur Instagram et sur ton C'est site. ça, et j'ai une newsletter aussi, mais vous trouverez tout ça sur le site et sur Instagram. Très bien, et on remettra tout ça dans la description du podcast, donc ça sera super. Bon, et ben c'est top, tu as donné quand même beaucoup de pistes pour repenser sa façon de vendre et arrêter de flipper dès qu'on veut vendre son produit. Et même si on est créative, on peut vendre. Donc, Complètement. surtout, même j'ai envie de dire, si on est créative. Oui, parce que ça fait on change des messages de vente habituels et ça peut faire du bien. Ouais. Exactement. Et c'est pareil pour la com, ça fait du bien d'avoir des créatifs qui communiquent parce qu'elles le font différemment. Donc ça donne de la respiration. Exactement. En tout cas, merci pour tout ce partage et j'espère que tu reviendras sur le podcast une autre fois pour encore approfondir le copywriting ou d'autres sujets de vente. Avec plaisir. Merci encore pour l'invitation. J'ai trop hâte de voir les stories des gens. Ouais, c'est top. Je te souhaite une super journée. Moi aussi. Ciao. Si tu es encore là, c'est que tu as aimé l'épisode. Un grand merci. Pour soutenir le podcast et toutes les entrepreneurs créatifs qui y passent, tu peux laisser un commentaire. Je serai ravie de te lire et de te répondre. Tu peux aussi laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et surtout, parle-en à toutes les entrepreneurs créatives autour de toi. Tu retrouveras toutes les news des créatives et de la Storia Mimosa sur Instagram, storia.mimosa. Et tu peux aussi télécharger mon freebie, deviens ta source d'inspiration pour au moins 10 idées de post fun. Le lien est en description. On se retrouve dans 2 semaines dans mon salon de thé créatif. Allez, ciao la créative!